Donc, bonjour à tous. Alors, on n'est pas très nombreux, mais je dois utiliser le micro pour ceux qui sont en ligne. Donc, nous allons utiliser un micro ce matin. Bienvenue pour cette première masterclass du club Industrie de l'association ESSEC Alumni. Je vais vous dire quelques mots sur le club et puis ensuite introduire nos illustres participants. Merci beaucoup à eux d'être là et à vous d'être là tôt ce matin. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la réindustrialisation, de ce qu'il faut faire pour réindustrialiser la France, les territoires. Nous allons avoir des témoignages de terrain et puis quelques solutions. Alors, avant de... Hop, je vais y arriver. Non. Bon, ce n'est pas grave. Avant de lancer cette conférence, je voudrais vous dire quelques mots sur le club. Le club ESSEC Alumni Industrie est tout nouveau. Nous l'avons lancé le 12 novembre, donc c'est très récent. C'est une initiative qui vise à la fois à fédérer les industriels qui sont passés par l'école de commerce qu'est l'ESSEC. À l'ESSEC, on parle assez peu d'industrie, donc si on n'a pas la chance, comme moi, d'être ingénieur, avant d'avoir fait l'ESSEC, eh bien, on va assez peu en entendre parler pendant quelques années, ce qui est bien dommage. Donc, fédérer les industriels qui ont fait l'ESSEC et aussi, surtout, faire le lien aux étudiants, aux jeunes diplômés qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de penser à l'industrie comme un parcours de carrière pour les inviter à rejoindre le monde et les rangs de l'industrie. Donc, c'est ça le projet du club. Nous avons des événements. Cette communauté, elle se crée autour d'événements. Nous avons donc lancé le club le 12 novembre. Cette première masterclass qui a lieu, non pas le soir, mais le matin, permet de faire intervenir des experts, des personnalités qui ont une conviction, une vision sur l'industrie en France. Nous organisons également des visites. La prochaine visite a lieu le 6 décembre à Longué-Jumelles, au sein du groupe Ametra. Nous aurons également une visite au sein du groupe Accentis, donc en janvier, le 6 janvier. Et puis un prochain événement le soir à la Maison des ESSEC, le 16 janvier, pour parler d'industrie et d'engagement. Et je vous en montrerai tout à l'heure le visuel quand j'arriverai à passer les slides. Nous sommes une communauté. Pour la rejoindre, c'est très simple, vous avez plusieurs canaux. Il y a bien sûr le site de l'association des alumni de l'ESSEC, un groupe WhatsApp dont je vous afficherai également le QR code si vous avez envie d'échanger, de partager des besoins, des envies, des idées. Et puis une page LinkedIn qui nous permet de fédérer et de communiquer autour des thèmes qui nous intéressent, en particulier la réindustrialisation, bien sûr, l'attractivité des métiers de l'industrie. C'est un sujet sur lequel nous allons en particulier travailler l'année prochaine avec le bureau du club. L'innovation dans l'industrie, qui est également un sujet qui nous appelle et qui sera aussi l'un des sujets que nous aborderons dans un prochain projet qui est la création d'une chaire Deep Tech et Industrie du futur qui, je l'espère, verra le jour en septembre 2025 pour de nouvelles promos qui donc entendront parler d'industrie à l'ESSEC. Sans plus attendre, donc je m'arrête et je vous montrerai tout à l'heure le QR code du groupe WhatsApp si vous voulez le rejoindre pour introduire nos intervenants. Olivier Luanzi et David Simonet, merci beaucoup à tous les deux d'être parmi nous. Vous allez nous partager votre vision sur la réindustrialisation, les réalités de terrain que vous voyez aussi aujourd'hui. Olivier, tu as un parcours avec plusieurs vies, à la fois une vie professionnelle, voilà. Pas encore, que tu vas nous raconter, avec un parcours bien évidemment dans l'industrie d'une dizaine d'années, aussi je schématise. Hein, donc, parcours dans l'industrie, puis parcours plus institutionnel en tant que conseiller industrie à l'Élysée, entre autres, mais également lancement du programme Territoire d'industrie en 2018. Tu as également été consultant, aujourd'hui tu es enseignant et entrepreneur. Donc plusieurs vies professionnelles, toutes tournées autour de l'industrie. En 2023, le gouvernement t'a demandé de travailler sur les clés de la réindustrialisation, travail dont est issu un livre que tu vas nous présenter et qui s'affiche ici à l'écran et que je vous inviterai à découvrir après l'événement avec Olivier. David, tu es issu de l'ESSEC, tu es PDG d'Accentis, que tu vas nous présenter.
groupe industriel dans la chimie fine. Tu as une expérience de la réindustrialisation, une expérience de terrain avec plusieurs sites, des hauts, des bas, c'est la vie de l'industrie. Et tu vas pouvoir illustrer les propos d'Olivier à l'appui de ton expérience. Merci à tous les deux. Et je vous laisse maintenant la parole. Nous allons avoir bien évidemment un temps informel d'échange et de questions à l'issue de cette intervention. Questions vers 9h15. Bonjour à toutes et à tous. Au niveau timing, comment tu nous organises? On fait une petite présentation de nos idées? Exactement. Ok, tu m'arrêtes parce que je suis un passionné et un bavard, c'est au cas où. Bon, d'abord, merci à toutes et à tous encore une fois d'être présents ce matin. Je pourrais vous faire la présentation du bouquin, du livre rapport, comme je l'appelle, puisque c'est le contenu du rapport qui n'a pas été officiellement publié, puisque j'ai dit des choses qui ont un peu gratté le gouvernement précédent. Mais c'est pas très grave, ça fait partie des rôles d'une mission indépendante. Mais je vais en fait tourner ça un peu différemment aujourd'hui pour vous parler de la situation actuelle. Euh, je vais reprendre des termes de Nicolas Dufourcq pour parler des piliers de notre réindustrialisation. Ça vient d'un échange qu'on a eu hier matin. Je fais partie du comité d'orientation du lab de BPI France. Et donc, on a fait un point de situation collectivement hier matin. Il y a plusieurs piliers de notre réindustrialisation. Alors, je vais prendre les termes de Nicolas. Il y a les startups, il y a les cathédrales, c'est-à-dire les gigafactories, et puis il y a la French Fab. Alors, moi, j'appelle ça plutôt le tissu des PMI, ETI ancrés dans les territoires. Euh, Si vous regardez mon CV, j'ai un parcours politique plutôt social-démocrate, progressiste, mais et donc je ne suis pas conservateur, mais je trouve qu'on exagère avec ces mots anglo-saxons et revenons un petit peu à nos territoires et à nos valeurs profondes. Voilà. Et puis il y a un quatrième pilier qu'on mentionne pas, qui est un peu un sujet tabou, c'est les grands groupes et le rôle des grands groupes. Et aujourd'hui, si on fait un paysage de ces quatre piliers par rapport à nos politiques industrielles, les startups ne vont pas bien. 50% d'entre elles ont une question de financement à un horizon de 6 mois et essayer de lever de l'argent dans les conditions actuelles. Sans doute même, il y a une interrogation qui commence à se poindre sur est-ce que le modèle dit startup est applicable à l'industrie? Alors là, je mets un pavé dans la mare. Pourquoi? Parce que si vous voulez une startup, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un scale-up, il y a une démultiplication de votre croissance. Et quand vous êtes dans le numérique, une fois que vous avez développé votre logiciel, je dis de manière complètement naïve, mais pour passer de 1000 clients à 1 million de clients, vous achetez simplement de la capacité de serveur et plutôt vous la louez. Donc il y a très peu de CAPEX. Dans l'industrie, quand vous passez de 1000 à 1 million, il faut multiplier votre capacité de production par 1000 et donc à partir de là. Voilà. Donc, c'est avoir besoin de CAPEX et donc ça prend du temps. Donc, il y a une interrogation aujourd'hui sur le pilier startup qui avait été très, très mis en avant par le précédent gouvernement, alors dans le discours et dans les ressources. Nos cathédrales, nos gigafactories vont pas bien. Celles de l'hydrogène sont vides parce qu'il n'y a pas de marché. Celles de la batterie, vous avez vu Norfolk et les projets installés sur le sol français vont pas nécessairement si bien que ça. Pardon, non, attends, je vais le faire. Je suis gêné. Et puis sur les panneaux solaires, on a des Chinois avec leur technologie qui arrive par rapport à un énorme projet qui s'appelle Carbone dans le Sud, qui avance, mais progressivement, je dirais. Donc nos gigafactories, nos cathédrales, on a pris des risques dessus. C'est normal que je dirais qu'on rencontre des difficultés. La principale difficulté que moi j'y vois, c'est qu'on y a englouti des sommes d'argent public considérables. Et le jour où une cathédrale se casse la gueule, c'est le cas de Norfolk, dans ces cas-là, il y a un impact sur l'opinion publique qui sera très fort et avec des véritables interrogations sur les choix politiques qu'on a fait en politique industrielle et en accompagnement de ces innovations. Voilà, là je vous ai fait la liste des choses lourdes. Après, il y a deux autres piliers de notre réindustrialisation.
Donc il y a ce que Nicolas appelle la French Fab, le tissu des PMI ancrés dans les territoires. Beaucoup de difficultés indéniablement, mais c'est un socle solide. C'est en fait le socle qu'on a aujourd'hui pour continuer notre renaissance industrielle et notre réindustrialisation. L'un des messages que je fais passer dans le livre rapport et qui n'a pas trop plu, c'est qu'en fait, ce socle-là représente les 2 tiers de notre potentiel de réindustrialisation, quand 100% du discours politique a été sur les gigafactories et les startups industrielles, et 80 à 90% des ressources publiques ont été également sur ces 2 piliers extrêmement risqués et dont on voit aujourd'hui la fragilité. Tandis que le tissu des PMI et des ETI ancrés dans les territoires a certes été accompagné par les régions, mais encore une fois, l'ensemble de l'argent pour le développement économique, pas que de l'industrie, dont disposent les collectivités locales, c'est 6 à 7 milliards d'euros par an, quand le budget de l'État pour le développement économique, c'est entre 160 et 200 milliards d'euros par an. Donc la politique de l'État est tout à fait déterminante en fait, reste malgré la décentralisation de l'accompagnement de notre tissu économique et de notre tissu industriel. Voilà. Et ça, c'est le socle sur lequel on n'a pas assez misé. C'est 2 tiers de notre potentiel de réindustrialisation. Si les chefs d'entreprise de PMI et de TI arrivaient à faire les projets qu'ils ont envie de faire, nous ferions les 2 tiers de notre réindustrialisation. Et j'ai tendance à penser que ce sont des chefs d'entreprise, donc ils ont une ambition, c'est normal, mais qu'en même temps, ils ont les pieds ancrés dans la réalité. Et quand ils font des business plans et qu'ils ont des projets, on n'est pas dans l'ordre du pitch de la start-up qui vous dit qu'il va faire 15% de croissance tous les ans pendant 10 ans. Pour en connaître certains de ces chefs d'entreprise ancrés dans les territoires, ils sont aussi ancrés dans la réalité. Et donc, je leur fais confiance quant à du côté réaliste de leur ambition. Et puis, il y a un quatrième pilier possible à notre réindustrialisation, qui est le sujet tabou, qui est celui des grands groupes. On est, excusez-moi le terme, il n'est pas spirituel, c'est une expression, on est béni des dieux en France. C'est l'héritage de la politique de Gaulle-Pompidou. Pompidou a été un visionnaire de l'internationalisation de l'économie. Il a souhaité faire des grands groupes qui, dans ses propos, hein, il l'écrit, il l'a dit, devaient rivaliser avec les grands groupes américains. Il a réussi. Nous avons, même dans le domaine industriel, plus de grands groupes français que de grands groupes allemands, alors que notre valeur ajoutée en milliards d'euros est 1 tiers de l'industrie allemande. On a des grands groupes aussi dans d'autres secteurs, comme par exemple des fleurons de la banque assurance qui sont parmi les leaders mondiaux. Alors, il a tellement bien réussi que ces groupes se sont internationalisés, ont orienté leur croissance à l'extérieur de la France. Et aujourd'hui, c'est les abonnés absents de cette réindustrialisation. Je suis un peu critique parce que leur ancrage territorial est devenu très ténu. Et un des défis auxquels personne ne s'est attaqué, c'est pour moi l'une des premières fois où je m'exprime sur le sujet d'ailleurs, c'est comment on arrive demain à refaire cet ancrage territorial entre ces grands groupes. Alors c'est peut-être à l'échelle européenne, c'est peut-être à l'échelle nationale. Le jour où on aura les grands groupes derrière notre renaissance industrielle, elle sera gagnée. Je ne sais pas si on peut la gagner sans eux, en revanche. Voilà à peu près l'équation qui est devant nous. Voilà un peu pour un paysage qui, encore une fois, se veut lucide, réaliste, pas très tendre sur ce qui a été fait depuis quelques années en termes de politique industrielle. Mais je pense que, quelque part, la politique, elle est faite pour changer les faits, mais les faits sont têtus. Et aujourd'hui, on est dans la phase où le discours performatif, comme on dit, est arrivé à sa limite et où on se fait rattraper par la réalité économique avec des paris extrêmement risqués en termes de développement économique par les startups et les gigafactories, et sur lesquels je crains que nous n'ayons pas été si armés que ça. Je vous donne un exemple. On a fait un bilan des compétences nécessaires pour développer une filière hydrogène. 20% des compétences sont liées à la molécule hydrogène, donc, autour de la spécificité de ce secteur-là. 80% des compétences sont liées à des métiers industriels de base.
de la sidérurgie, pour avoir les bonnes nuances d'acier, de la mécanique, etc. Je dirais même de la plomberie, de la chaudronnerie, etc. Si vous n'avez pas un tissu industriel de base costaud pour supporter les nouvelles filières, nous n'arriverons pas à les rendre performantes. Je me souviens d'une expression d'Étienne Tichy, qui est le patron de Novo Nordisk en France et qui a ce superbe projet à Chartres. Et il dit, moi en fait aujourd'hui, j'ai eu des financements, j'ai été aidé par France 2030, j'ai des sujets de recrutement, mais j'ai une telle marque employeur que j'arrive à me débrouiller. Non, mon vrai sujet pour être performant dans la durée, c'est d'avoir un tissu industriel autour de moi qui m'accompagne pour accompagner dans la durée la performance de mon site industriel. Voilà. Et tant qu'on n'aura pas ce tissu, la redensification de ce tissu, peut-être, encore une fois, je lâche un peu les choses, mais peut-être que nos rêves de faire des cathédrales, c'est des châteaux sur du sable. En tous les cas, il faudra et l'un et l'autre si on veut arriver à s'installer sur ces grandes filières. Voilà, donc ça c'est un peu le paysage qui est mitigé. J'ai toujours du mal, et je vous le concède, à calibrer mes paroles parce que j'ai un esprit assez libre et peut-être des fois un peu critique, et donc je souligne le côté négatif plus que le côté positif. Mais le message que je voudrais que vous reteniez, même si ce n'est pas celui que je vous ai délivré en première impression, c'est qu'en fait on est une sorte de croisée des chemins, que les choses ne sont pas jouées, mais qu'il faut par contre changer de braquet et faire ce que j'appelle un aggiornamento assez profond de nos politiques industrielles. Alors, aujourd'hui, on a tous l'impression d'être dans le brouillard et totalement empêtré. Alors, c'est vrai qu'on est empêtré dans une discussion budgétaire et fiscale dont on ne voit pas bien le bout du chemin, ou quand on le voit, il n'est pas très rassurant, en tous les cas pour l'industrie et pour le monde économique. Le message que je voudrais vous faire passer aujourd'hui, et qui est un message que quelque part, j'espère que vous relayerez dans vos différents cercles d'influence, c'est qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut faire et qu'on ne fait pas, et ça me désole. Alors, je vais vous en lister des choses qui ne sont pas budgétaires, pas fiscales, et qui au moins permettraient de continuer à avoir cette espérance dans notre renaissance industrielle et cette mobilisation collective qu'on a réussi à avoir pendant quelques années. Alors, je vais vous en citer 4 ou 5. Zéro impact budgétaire, encore une fois, hein. Après, je vous en parlerai d'autres qui ont un impact limité sur le budget. Le premier, c'est qu'on est depuis 6 mois, l'Europe est victime d'une déferlante chinoise sous toute une série de produits, avec des prix qui sont cassés par deux. Difficile de... Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas l'expertise pour savoir si c'est, je dirais, le flot d'une demande chinoise à tonnes, d'une fermeture des frontières US qui fait que quelque part les choses arrivent en Europe parce que c'est le seul marché qui est encore ouvert ou qui est encore disponible pour les produits chinois. Est-ce que c'est de l'offensive stratégique chinoise, ce dont ils sont capables, c'est-à-dire quand bien même les facteurs de demande ne seraient pas déterminants, il y a une volonté de prendre pied et de prendre la place de l'industrie européenne. Je ne sais pas déterminer si c'est de l'opportunisme ou de la stratégie, mais la réalité est là. Et pour faire face à ça, il y a des choses qui s'appellent... Alors les mesures anti-dumping, ça demande des mois d'enquête, mais il y a au moins les clauses de sauvegarde européennes. On n'est pas tous d'accord en Europe sur la manière de les utiliser. On le sait, mais si la France, qui a le tissu industriel l'un des plus faibles en Europe, ne fait pas le premier ce combat, on ne gagnera pas la bataille. On ne gagne que les batailles dans lesquelles on s'engage. Et donc, un des trucs que je ne comprends pas aujourd'hui, par exemple, quelle que soit la force ou la faiblesse et les difficultés du gouvernement français, c'est pourquoi on n'en fait pas un sujet politique, vu une situation qui est constatée dans plein de secteurs. Tu me parleras du tien, mais je pense que je ne me trompe pas. Mais on en trouve ça aussi dans des équipements mobiles, la voiture naturellement où on a eu les droits, mais pas seulement. Il y a plein d'équipements mobiles, de chantiers, et d'autres sur lesquels on retrouve cette situation qui, qui s'apparente à, à du dumping ou quelque chose qui est très proche. Et on a pour ça un outillage européen qu'on ne va même pas chercher à activer aujourd'hui. Ce qui est, au tous les cas, on n'en fait pas un discours politique, et je pense qu'on a besoin d'être mobilisé, de se montrer qu'on est tous derrière cette cause-là. Et si ça se fait dans des discussions secrètes à Bruxelles, je pense que ce n'est pas le bon moyen, parce qu'il y a une question aussi de mobilisation collective, et donc c'est un message à porter publiquement. Le deuxième sujet, qui est peut-être en train de bouger, c'est l'énergie chère.
Alors, on a fait une décision après la guerre en Ukraine, le début de la guerre en Ukraine, de ne pas acheter du gaz russe. C'est ce que j'appelle une décision de commerce éthique. C'est une décision qui est au nom de nos valeurs. Très bien. Donc, on achète du gaz à 40 euros le mégawattheure de manière structurelle. Il fluctue, hein, mais on peut estimer que c'est 40 euros le mégawattheure quand c'était 20 euros du gaz russe. Donc, du gaz 2 fois plus cher. Petite parenthèse, on achète du gaz qui est aussi du gaz de schiste, liquéfié et regazéifié, alors qu'on s'est interdit le gaz de schiste en Europe. Donc, en termes de valeur, on a quelque part fait un choix collectif qu'il faut assumer, mais qu'il faut au moins énoncer. Et là-dessus, sur ces 40 euros, vous rajoutez 20 à 25 euros de quota de CO2. Donc la molécule de gaz avant transport, etc., revient à un industriel européen environ 65 euros par mégawattheure. La même molécule de gaz avant transport revient à 6 ou 7 dollars à un industriel américain. Et dès que le prix monte au-dessus de cette fourchette-là, il recommence à fracturer et le prix retombe. Et ça depuis 10 ans. Donc vous avez un gaz qui en Europe est 10 fois plus cher qu'aux États-Unis. Si vous avez 2% de gaz dans votre structure de coût, 2 petits pourcents, ça veut dire que votre coût de revient est à peu près 20% plus cher. Tous les industriels savent qu'à 20%, d'abord, vous n'avez plus de protection douanière sur ce sujet-là. Les quelques exceptions, c'est justement sur les voitures, mais c'est une exception avec tout ce que ça a voulu dire. Et puis, vous ne tenez pas très longtemps, tout simplement. Alors, il y aurait eu difficile de changer une décision aussi lourde en termes de valeur. En revanche, on aurait pu essayer de compenser par de l'électricité pas chère. En France, 80% de notre électricité est d'origine nucléaire. La structure de coût de production de cette électricité n'a pas changé avec la guerre en Ukraine. Mais pourtant, parce qu'on a un marché européen indicé sur le prix marginal, nous payons structurellement aujourd'hui notre électricité 2 à 2,5 fois plus cher qu'avant. Il existe des mécanismes européens pour sortir une partie de cette production nucléaire du marché européen. La décision de 2023 a confirmé la logique du marché européen, du prix marginal de l'électricité, etc. Mais, comme le fait souvent la Commission européenne, il y a une verrue qui a été branchée dessus, très sophistiquée, compliquée, pour permettre de dire qu'on fait le principe du marché, mais en déroger tout en le respectant, etc. Ça s'appelle des Contract for Difference. C'est en train d'être activé par la République tchèque. Vous savez peut-être que la République tchèque a acheté une centrale nucléaire à des Coréens avec un prix capé. Donc c'est les Coréens qui prennent le risque de construction et des dépassements qu'on a connus nous sur Flamanville. Et derrière, ils vont mettre un CFD. Les Belges sont en train de négocier avec la Commission européenne CFD Contract for Difference et qui permet de sortir cette production de la logique pure marché. Les Belges sont en train de faire la même chose, en même temps que des négociations avec Engie, pour que leur production électronucléaire soit en partie sortie du marché. Jusqu'à aujourd'hui, selon les informations que j'ai encore eues ce matin, la France n'a pas commencé de négociation avec la Commission européenne pour utiliser cette possibilité. On nous propose des contrats long terme négociés par EDF, mais vous le savez tous, en étant des entrepreneurs et sur le marché, un contrat long terme, ça ne peut pas être décalé tant que ça du marché spot. Certes, il y a une question de profondeur de temps avec une notion de risque dessus, mais le benchmark, c'est la valeur du marché. Si vous êtes trop au-dessus du marché, vous n'avez pas intérêt à faire un contrat long terme. Si vous êtes trop en dessous, l'autre partie n'a pas intérêt non plus. Et donc, nos contrats long terme qui sont en train d'être négociés par EDF sont en fait implicitement continue d'être indicé sur le marché de l'électricité, qui lui-même l'est majoritairement sur une électricité produite au gaz avec des quotas de CO2 dessus. Et donc, on n'a pas sorti une partie de notre production électronucléaire du marché européen, qui est un marché dont le prix structurel a été multiplié par 2,5 environ. Ça, on pourrait le faire. On ne l'a pas fait. Et qu'est-ce qu'on en a besoin pour la compétitivité de notre industrie et même pour autre chose? C'est qu'une électricité pas chère, ça permet d'électrifier et donc de décarboner. Voilà des choses sur lesquelles j'ai du mal à suivre. Et encore une fois, c'est quelque chose, alors ça impacte les comptes d'EDF bien entendu, mais aujourd'hui la première question qu'on a sur le budget 2025, c'est les comptes de l'État.
Et on a un peu de temps pour voir comment on réglera après la question des comptes d'EDF. Il y en a d'autres, des choses qui me surprennent et qui ne sont pas des histoires budgétaires. Le Premier ministre a annoncé un compte épargne industrie lors de sa déclaration de politique générale. C'est quelque chose qui a été tenté plusieurs fois depuis 20 ans en France. Je ne suis pas pour les comptes nationaux, je suis pour les comptes régionaux, enfin pour des initiatives régionales, je pourrais développer pourquoi, mais ça va quand même dans le bon sens. Vous en avez entendu parler depuis la déclaration de politique générale? Est-ce que les étrennes que vous offrirez à vos enfants, à vos proches à Noël, on pourra les mettre sur ce livret épargne industrie afin de soutenir notre industrie? Est-ce que c'est un nouveau serpent de mer qui est parti pour aller se noyer? Enfin, à partir du moment où on annonce des choses, et on donne de l'espoir dessus, mais il faut arriver à suivre derrière. Et encore une fois, ce n'est pas une question de budget, puisque ça ne mobilise pas directement du budget. Autre sujet, et peut-être que je vais vous paraître long, mais il y a plein d'idées comme ça, je vais essayer d'en faire une ou deux, après je vais m'arrêter. On a fait une campagne, on a un vrai sujet d'attractivité des métiers industriels. 60 000 postes vacants. 60 000 postes vacants, c'est 5 à 6 milliards d'euros de valeur ajoutée industrielle non faite tous les ans. C'est énorme, hein? On a lancé une campagne qui s'appelle Avec l'industrie pour améliorer l'attractivité. Il y a aussi plein d'actions qui se font dans tous les territoires. Cette campagne, elle est pour 3 ans. Elle est dotée de 5 millions d'euros par an. On la continue ou on la continue pas? Est-ce que les industriels, et je pense que c'est aux industriels de la payer, pas au gouvernement, mais le gouvernement doit quand même dire vous la continuez ou pas, parce que là, on a un vrai sujet. Et il a un rôle d'initiative et de rappel à l'ordre. Encore une fois, quelque chose qui ne le coûtera pas. On la continue, on la pas, on la démultiplie, on la démultiplie pas. Vrai sujet sur, encore une fois, l'image de l'industrie. Et puis, un dernier point, et je m'arrête là, sur le foncier industriel, on est en train de revoir la loi ZAN. La loi ZAN aujourd'hui, alors elle est peut-être bonne, j'en sais rien, je n'ai pas d'expertise pour l'étalement urbain, les centres commerciaux. Elle est totalement préjudiciable au foncier industriel. 90% des intercommunalités déclarent ne plus avoir de foncier industriel en 2030. Et en termes d'aménagement foncier, 2030, c'est demain. Il faut changer la loi ZAN. Ne pas changer le principe, hein. On ne pourra pas faire de réindustrialisation si on ne respecte pas la biodiversité ou la décarbonation. Mais est-ce qu'on peut, est-ce que c'est le but ultime, le but de guerre de Bercy, de changer cette loi ZAN afin, encore une fois, de préserver le principe, mais de permettre d'avoir du foncier. Voilà, je m'arrête là. Il y a plein de sujets qu'on pourrait faire sans euros dépensés, en dehors du débat budgétaire dans lequel on est empêtré, on le voit bien, et que aujourd'hui, je trouve que la dynamique collective, elle n'est pas là, et pourtant on en a besoin pour rester mobilisé. Alors, et je finis par un message que j'aime bien faire et que Virginie connaît, qui est toujours rappeler la finalité, hein. Moi, je suis un fan d'industrie, j'aime les process, la transformation de la matière par l'énergie. C'est un goût personnel. Je ne demande pas à toute la population de partager ce goût. On a chacun des formes de vision de la beauté qui peuvent être très différentes. Mais l'industrie, ça nous sert à 3 choses. Et c'est pour ça que ce combat, c'est une nécessité et qu'on ne peut pas l'abandonner. C'est la souveraineté. Et ça, on l'a tous vécu pendant le Covid. C'est la réduction de notre empreinte environnementale. Je dirais même la maîtrise d'abord de notre empreinte environnementale et sa réduction, parce qu'il faut bien la maîtriser pour la réduire. On a 50% de notre empreinte carbone qui est importée. On ne maîtrise pas la moitié de notre empreinte carbone parce qu'on l'a déléguée quelque part en même temps que la délocalisation de nos productions. Et puis le troisième sujet qui est pour moi le plus important dans cette finalité de la réindustrialisation et pourquoi ce combat est une nécessité et qu'on ne peut pas en fait le lâcher, c'est ce que j'appelle la cohésion territoriale. On a un modèle économique fondé sur le tertiaire depuis 40 ans, qui a concentré la richesse dans les métropoles. Comme nous devons être fiers de nos grands groupes, nous devons être fiers de nos métropoles régionales. C'est super de les avoir. Mais en chemin, on a abandonné tout plein de territoires, la sous-préfecture, le bassin d'emploi de 50 à 100 000 personnes. Et ces territoires-là, alors quand vous êtes une station de ski, je suis originaire de Savoie, ça va bien. Quand vous êtes sur le littoral, c'est pas mal aussi.
Quand vous accueillez des riches retraités ou des étrangers comme dans le Lot, vous avez une économie dite résidentielle qui vous permet de tenir. Mais ça, c'est une toute petite minorité de nos 200 territoires. Et les autres, en fait, si on veut redistribuer de la richesse, leur permettre d'exister, d'avoir une place dans notre récit économique, il n'y a pas d'autre solution que de leur proposer de l'industrie qui est bien sur ces bassins d'emploi à la fois larges, mais pas trop larges pour pas qu'il y ait d'étalement urbain et donc des compétitions foncières. On n'a pas de problème d'infrastructure en France. Désolé pour les fans du transport ferroviaire, mais on a une infrastructure routière qui fait 80-90% de la transport de marchandises qui permet de développer de l'industrie partout en France, pas nécessairement la même naturellement. Et donc on a besoin de ça pour éviter une vague numéro 2 des Gilets jaunes, qui était quand même une protestation. Alors c'est un phénomène complexe, mais une part de cette protestation, c'était de dire quelle place a mon territoire dans le récit économique de la nation et de la redistribution de richesse, et je dirais même dans le récit de la nation. Est-ce que j'appartiens encore à ce récit collectif? C'était ça pour moi une des parts des interrogations des Gilets jaunes. Et l'industrie est une réponse à cette interrogation-là. Ce qui en fait un combat, encore une fois, pour moi, c'est une nécessité. Il y a des piliers sur lesquels on a misé qui vont pas bien. Il y en a sur lesquels on n'a pas misé qui sont des socles avec un vrai potentiel. Certes, on a des difficultés budgétaires et l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais pour conserver la mobilisation, il y a plein de choses qu'on pourrait faire qui sont balisées, qui sont cartographiées et que, hélas, je ne vois pas avancer aujourd'hui, mis à part dans l'incantation. Voilà, merci beaucoup. Merci Olivier. Quelques rebonds avant de passer la parole à David. Donc, loi ZAN, zéro artificialisation nette des sols, au cas où. J'ai dû m'interrompre, tu as raison. On en parle, hein, on parle de ces lois. Il y a évidemment des acronymes pour ceux qui nous écoutent et pour faire le lien en particulier avec ceux qui découvrent le monde industriel, les étudiants, les jeunes diplômés. On a aussi ce devoir de parler de ces lois. Je voudrais rebondir sur ce que tu mentionnes sur l'ancrage territorial des grands groupes. Outre le fait d'être responsable du club, je travaille moi aussi sur l'ancrage territorial de l'industrie, donc c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Je vous invite à lire un rapport qui a été publié la semaine dernière par l'EM Lyon sur la gouvernance des grands groupes et qui étudie le déracinement des grands groupes français. C'est une étude qui est courte, qui a le mérite d'être extrêmement claire, qui se base sur des documents d'enregistrement universel et qui analyse la gouvernance des grands groupes, son évolution et son éventuel, ou en tout cas ou réel, déracinement du territoire français. Très bonne étude à lire si vous avez quelques minutes. David, quelques réactions de terrain à ce qu'a dit Olivier. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc David Simonet, je dirige Accentis, qui est un groupe fondé en 2007 dans la chimie fine, notamment pharmaceutique. Et je vais vous parler effectivement de cette expérience, de ce combat, qui en réalité pour moi a commencé bien avant. Donc je suis issu de l'ESSEC 93, pas ingénieur avant d'intégrer l'ESSEC, mais je suis tombé dans l'industrie il y a quasiment une trentaine d'années à l'occasion d'une mission pour la direction du Trésor sur la revue de la stratégie de l'aérospatiale. Et je crois que effectivement le premier lien à l'industrie peut paraître un peu éloigné des préoccupations économiques, mais effectivement, une usine, c'est beau. La transformation de la matière, c'est fascinant. Et donc, cette passion pour le réel c'est incarné dans le projet, notamment Accentis. Un mot quand même pour mes camarades de l'ESSEC. Alors, c'est le défi d'une génération, d'une nouvelle génération sans doute. En tout cas, ce n'était pas le défi de ma génération. Quand on sort de l'ESSEC en 1993, le Saint Graal, c'est d'aller chez Procter faire un peu de marketing, c'est d'entrer dans les banques d'affaires ou d'aller dans les cabinets de conseil. Mes camarades, quand je leur ai dit qu'après cette mission pour le Trésor, je rejoignais un groupe public qui s'appelait à l'époque la Société nationale des poudres et explosifs, autant vous dire que mon expérience n'était pas perçue comme étant extrêmement sexy et prometteuse au regard des autres choix de mes camarades. Depuis 2020, je vois beaucoup plus d'intérêt, évidemment. Il y a une prise de conscience. Alors, la mienne, elle est antérieure. Un épisode, et puis pour rebondir sur ce que Olivier vient de dire,
la prise de conscience de l'importance de l'industrie, c'est sur la première crise H5N1 de 2006, où en fait on s'est retrouvé à vouloir constituer des stocks de Tamiflu. Et à l'époque, je travaillais donc pour un groupe public français. Et puis le Tamiflu est fabriqué et distribué par un laboratoire suisse. Et donc tous les pays ont voulu de façon préventive se doter de stocks de Tamiflu. Et très naïvement, j'ai été convoqué à un ministère, un cabinet, pour avoir cette injonction de fabriquer du Tamiflu très rapidement dans des installations qui dépendaient donc de ce groupe public. Intéressant, c'est que en fait, les pouvoirs publics, je réalisais que les pouvoirs publics avaient une méconnaissance considérable de ce qu'était la réalité industrielle. C'est pour fabriquer du Tamiflu, en plus il y a une étape qui est la chimie explosive, il faut minimum 3 à 4 ans. Et donc, fort de ce constat-là, et d'un autre constat qui était qu'on était face à un vrai problème de maîtrise quant à l'accès aux principes actifs et aux médicaments, face à une crise sanitaire qui de toute façon, ne manquerait pas de se passer. Je l'avais d'ailleurs écrit. On a monté ce projet de reprendre plusieurs usines en France, dans des territoires, pour les consolider et dégager des synergies entre elles et les repositionner davantage à l'international, en doublant les équipes de R&D, en créant des synergies entre les entreprises qui étaient plutôt en silo. Et donc l'ADN du groupe dès 2007, c'est de maintenir des usines pour fabriquer des principes actifs, notamment pharmaceutiques, qui vont faire l'efficacité du médicament. S'il n'y a pas de principe actif, il n'y a pas derrière de médicaments accessibles. Et pour vous situer, enfin pour caractériser ces enjeux, c'est des chiffres qui datent déjà de 2010 au niveau de l'Union européenne. 80% des médicaments qui sont distribués en Europe, que ce soit en milieu hospitalier ou en pharma, en officine, contiennent des principes actifs asiatiques. Donc la dépendance de fait de l'Asie, elle existait, elle était déjà très forte, mais finalement, vous en avez pris conscience en 2020. Or, en réalité, de façon structurelle, c'était déjà à l'œuvre. Donc, l'ADN, c'est de maintenir des usines pour maintenir finalement l'accès à des principes actifs, pour garantir à la fin à ce que j'appelle le patient citoyen, lui garantir un accès indépendant à des médicaments. Alors après, il y a des médicaments qui sont d'intérêt thérapeutique majeur, où là, il y a des enjeux sanitaires qui sont cruciaux. Des pharmaciens milieu hospitalier pourraient en témoigner. Et puis après, il y a des médicaments sans doute un peu moins critiques. Donc ça, cette expérience, je disais, c'est un combat, et Virginie disait, moi j'ai eu des hauts et des bas, j'ai repris quasiment 8 usines successivement. Malheureusement, j'ai dû en fermer une il y a 2 ans, parce qu'effectivement, malgré l'ADN du groupe, malgré cette importance redécouverte après 2020, en réalité, on vit comme industriel entrepreneur au cœur d'injonctions contradictoires, notamment de la part de l'État. D'un côté, vous avez cette volonté de promouvoir de l'industrie, et puis de l'autre, vous avez des enjeux évidemment environnementaux, mais des enjeux que Olivier a rappelé sur l'accès à l'énergie. Vous avez des enjeux de financement. C'est très compliqué d'avoir accès à du financement finalement industriel. Aujourd'hui, le financement d'origine française, si j'ose dire, est relativement faible au regard des besoins de cette industrie. Donc, on est vraiment au cœur d'injonctions paradoxales de la part de l'État. Donc, il y a une logique d'incantation sur le besoin d'industrie qui est légitime, hein, effectivement, dans les territoires où nous sommes implantés, pour un emploi direct, ce sont 2 à 3 emplois indirects. Et puis surtout, ça permet de maintenir du pouvoir d'achat. Là où nous sommes implantés, donc désormais dans 3 territoires d'industrie, là où nous sommes implantés, on est en général le premier employeur en termes de masse salariale, mais surtout de pouvoir d'achat. Le salaire moyen d'un salarié dans l'industrie qualifié, c'est 50 à 60% plus élevé que la moyenne constatée sur le territoire. Donc il y a un double effet, à la fois en emploi créé induit et puis en même temps en pouvoir d'achat. Et donc ça permet effectivement de maintenir du dynamique sociale que la crise des Gilets jaunes a effectivement révélé comme étant insuffisante.
Moi, je voudrais rebondir sur un point clé, c'est l'ancrage territorial et le lien entre les grands groupes et les ETI, PME. En fait, il y a sans doute quelque chose à penser. Donc, nous, on est une industrie de sous-traitance. Ce sont les liens de sous-traitance entre le donneur d'ordre et puis le sous-traitant, qui est en général une PME ou une ETI. Ce qui fait la force de l'Allemagne, dont tu as rappelé qu'il y avait paradoxalement moins de grands groupes, mais beaucoup plus de TI pour au final une valeur ajoutée plus importante dans l'industrie. C'est parce qu'il y a justement ce fameux Mittelstand allemand, en général fait de PME et de TI, mais qui sont tirés en général par les grands groupes. Il y a très peu aujourd'hui, il y a une culture dans la relation du donneur d'ordre au fournisseur de rang 1 ou de fournisseur de rang 2 en France qui est très différente. Et je le vois en ce moment, par exemple. En 2020-2021, il y a eu des financements publics qui sont arrivés pour participer à cette réindustrialisation, dont ont bénéficié des grands groupes ou des PME ETI. Donc aujourd'hui, on a paradoxalement un surcroît d'offres. C'est-à-dire que tout ce qui a été financé en 2020-2021 sort de terre maintenant et apporte de l'offre supplémentaire. Mais là, du côté de la demande, en revanche, qui est notamment tirée par les grands groupes, vous avez une demande qui atone, voire qui faiblit, avec cette concurrence asiatique exacerbée. Et donc, on a aujourd'hui une nouvelle crise d'offres et de demande, avec un choc d'offres qui a été souhaité par les gouvernements précédents et accompagné par des financements, mais en même temps une demande aujourd'hui, tirée notamment par les grands groupes, qui est atone, voire déclinante. Et donc, cette crise d'offres dans laquelle on se retrouve et qui est relayée, elle pourrait être corrigée s'il y avait des vraies politiques d'achat dans les grands groupes. Et évidemment, je ne donnerai pas de nom, mais j'ai une expérience où des grands groupes ne sont pas amnésiques. Il y a une vraie prise de conscience en 2020. J'ai un groupe pharmaceutique avec lequel je travaille, français, qui me dit avoir une vision à 10 ans pour continuer à travailler sur cette sous-traitance, à relocaliser avec ce lien grand groupe et ETI. D'ailleurs, on parle du maillage des grands groupes dans les territoires, mais finalement, c'est via ce canal-là. Plus les grands groupes sous-traiteront à des ETI et des PME qui ont des capacités à investir dans des structures existantes, plus elles pourront finalement s'ancrer territorialement plutôt que de s'ancrer elles-mêmes directement. Donc ça, c'est sans doute une des solutions, que les grands groupes aient une vraie politique d'achat. Et il faut les y inciter. En matière de fabrication de principes actifs, par exemple, nous, on recommande dans l'industrie depuis plus de 10 ans de marquer sur une boîte de médicaments l'origine de fabrication du principe actif. Ce n'est pas indiqué. Et ça, alors, quand on portait le sujet il y a déjà plus d'une dizaine d'années, les pharmaciens me disaient, mais bon monsieur, vous n'imaginez même pas, en faisant ça, vous allez créer de la pénurie. Parce que évidemment, dans une pharmacie, si vous avez le choix entre un principe actif made in India, China ou made in France, votre choix, il serait assez évident. Donc on a ce besoin aujourd'hui d'inciter les grands donneurs d'ordre à participer à la réindustrialisation, pas forcément de façon directe, mais de façon indirecte, en s'appuyant sur ce tissu très résilient malgré tout de PME et de TI, avec des impacts très positifs sur les territoires. Donc sur ces deux piliers, je pense qu'ils peuvent se rejoindre. Et je disais donc d'un côté, il y a des groupes qui ont pris conscience de cette nécessité et jouent le jeu, et d'autres aujourd'hui qui sont complètement amnésiques. La Covid, c'est derrière nous, c'est terminé. Et aujourd'hui, moi je suis sur évidemment des contrats de long terme, mais je vois très bien le coût reprend le dessus et aujourd'hui des logiques aussi de gestion de stock. Alors, on revient dans cette culture, alors pour le coup, qu'on m'enseignait à l'ESSEC en 1990, sur les flux tendus, la création de valeur, etc., etc. Donc, il faut pas nécessairement que les pouvoirs publics interviennent de façon systématique, mais qu'ils créent un écosystème favorable à la responsabilisation des grands groupes dans leur capacité à entraîner ce tissu de PME, de TI. Ça me paraît être un sujet extrêmement important. Voilà, donc Accentis, son ADN, au cœur de la reconquête de la souveraineté sanitaire. C'est un vrai sujet. La partie environnementale, c'est évident. On est dans la chimie. Quand on délocalise la fabrication d'un principe actif en Inde et en Chine, alors attention, il y a des très belles usines, mais il y a aussi des usines qui, en termes d'impact environnemental, ont une contribution catastrophique. Donc la délocalisation, c'est finalement, j'avais appelé ça dans un article il y a longtemps, je parlais de désinflation normative. C'est-à-dire qu'en fait, en délocalisant, on ne cherche pas seulement du coût, mais finalement, on va entretenir des normes qui ne sont pas celles qu'on s'impose. Le progrès veut,
suis effectivement plutôt du côté du progrès. Le progrès veut que nos normes permettent de mieux maîtriser un certain nombre d'enjeux, dont les enjeux environnementaux. Mais si c'est pour que le surcoût incite à délocaliser davantage dans des zones qui ne respectent pas ces mêmes normes, en réalité, on les dévalue. Et cette prise de conscience, elle doit être aussi le fait des grands donneurs d'ordre. Voilà. Et puis, vous l'avez compris, moi, ça fait 30 ans d'industrie. Et effectivement, je reste évidemment très positif parce que je pense fondamentalement que depuis 2020, c'est une prise de conscience collective. Et ça, à partir du moment où les citoyens ont pris conscience de ce besoin d'industrie, je pense que déjà, on a gagné une première bataille. Maintenant, de nombreux combats nous attendent encore. Mais quand on a connu des hauts et des bas, on a appris à être résilient. Et donc, c'est ce qu'on va se souhaiter, de demeurer résilient et combatif. Merci, merci David pour ce message également positif parce que bien évidemment, oui, il y a des réalités, les réalités ne sont pas toujours roses, mais le message qu'on veut porter, c'est qu'il y a des solutions, on doit continuer les efforts, c'est aussi le message du club. Petit rebond sur ce que David vient de dire. Pour nous, ESSEC, École de commerce, David vient de parler de la direction des achats des grands groupes. En fait, on agit à tous les niveaux dans l'industrie, y compris dans des métiers commerciaux, d'innovation, d'achat, d'organisation, parce que qui dit pouvoir acheter local, dit aussi que dans des grands groupes, les sites ont des marges de manœuvre. Et donc que les politiques achats sont elles aussi décentralisées. C'est-à-dire que les sites eux-mêmes peuvent en partie décider ce qui est acheté sur leur territoire et puis ce qui est acheté ailleurs. Donc, il y a des questions véritablement d'organisation d'entreprise, d'achat durable, voilà, et de différentes fonctions qui nous concernent tous. Et pour rebondir sur l'écosystème qui, bien évidemment, invite les grands groupes à se rapprocher des startups, PME, ETI locales, oui, c'est l'État, ce sont des opérateurs nationaux. Olivier mentionnait BPI France, BPI France le fait entre autres, et ce sont les collectivités qui, au niveau des écosystèmes locaux, on le voit, hein, réunissent les donneurs d'ordre, les entreprises locales, PME, ETI, et les invitent, ne serait-ce qu'à se parler. Et c'est déjà énorme. Donc là, le sujet est également territorial. Je vais te repasser la parole, Olivier, pour rebondir. Et puis ensuite, on prendra 2 questions parmi vous, également à distance. Et puis on s'arrêtera pour avoir un échange convivial, peut-être autour de ton livre également. Merci. Je voudrais juste souligner ce qui vient d'être dit sur la relation donneur d'ordre et sous-traitant. On utilise ces termes, je ne sais pas si on réalise la violence des 2 mots que je viens d'énoncer. Il y a le donneur d'ordre et il y a le sous-traitant. Et si je me permets de souligner ça, c'est qu'en fait, on a même dans notre sémantique internalisé cette relation qui est extrêmement délétère à notre tissu économique. On ne ressemblera pas à l'Allemagne. Il y a quelque chose dont je suis convaincu depuis plusieurs années. On peut s'inspirer de ce qui se fait dans des pays qui sont nos cousins, hein. L'Italie, l'Allemagne, les pays européens. On est plus cousins, on est plus semblable avec eux qu'on ne l'est avec la Chine ou avec les États-Unis en termes profondément de valeurs et de modèles de société. Donc on peut s'inspirer d'eux, mais on ne fera pas la même chose qu'eux. Mais il y a vraiment quelque chose chez nous qui est là-dessus une clé. Alors, vous avez parlé des donneurs d'ordre privés. Si je n'ai pas mentionné l'achat Made in France, et encore une fois, je le résume souvent en disant on ne produit pas pour produire, on produit pour vendre. Vous pouvez soutenir une industrie nationale. S'il n'y a pas de marché en face, ça ne sert à rien. C'est un peu ce que vous avez là illustré. J'en ai pas parlé parce qu'il y a une question d'achat public aussi, l'exemplarité de l'État et de la sphère publique sur le sujet. J'en ai pas parlé parce que ça coûte un peu de budget, mais juste pour donner un chiffre, le potentiel, si les acheteurs publics français étaient dans le même environnement que les acheteurs publics allemands, qui respectent les directives européennes, je ne demande pas de changer les textes européens, nous ferions 15 milliards d'euros en plus de Made in France. 15 milliards d'euros, c'est un quart de notre déficit commercial. Donc l'achat public, le levier de l'achat public Made in France, qui reste aujourd'hui, et ce sont les mots des acheteurs publics eux-mêmes, de l'incantation politique, elle n'a pas été opérationnalisée. 1, elle est opérationnalisable dans le cadre des directives européennes. 2, la puissance que ça a,
c'est de l'ordre d'un quart de notre déficit commercial. Alors, je n'en ai pas parlé parce que ça coûte un peu plus cher. Il y a tout un débat sur est-ce que le Made in France coûte plus cher ou pas. Simplement, les estimations qu'on peut avoir, c'est que si, par exemple, le Made in France devait coûter 30% plus cher, si vous faites le calcul en retour sur investissement d'une certaine façon de la puissance publique, parce que quand vous produisez en France, vous taxez en France, ça crée de la valeur ajoutée et de l'emploi, globalement, vous vous y retrouvez soit dans l'annualité budgétaire, soit en 2 ans. Donc ça a un impact du budget, mais en 2 ans, la sphère publique retrouve ses petits. Alors des fois, c'est poche droite, poche gauche, ce qui est compliqué. Le budget des hôpitaux va se retrouver dans, je ne sais pas moi, le budget de la sécurité sociale, etc. Mais globalement, si on prend là, voilà, ça c'est par exemple un autre sujet avec un impact budgétaire, c'est pour ça que je ne l'ai pas cité, mais avec un retour sur investissement inférieur à 2 ans, c'est devant nous, véritablement. Et la question du prix des médicaments, avec un accord signé il y a 4-5 ans, comme quoi on pouvait avoir un médicament qui était remboursé plus cher à ceux qui le produisaient en France, n'a jamais été mis en œuvre en France. Voilà. Merci, on va prendre quelques questions. Il y en a à distance. Je vais prendre une question dans la salle. Voilà, 2 en même temps, et puis ensuite on prendra les questions à distance. Donc passez-vous le micro, comme ça on les prend en même temps. Bonjour, Emmanuel de Chorévy. Il ne faut pas désespérer, mais vous avez beaucoup parlé des injonctions paradoxales des pouvoirs publics, de nos politiques. Est-ce que vous pensez que cet écosystème, enfin, politique et d'État, a la culture technique, scientifique, pas de très haut niveau, hein, vraiment, je suis ESSEC, mais peut-être avec une curiosité intellectuelle de niveau Wikipédia, classe de première S. Est-ce que vous pensez qu'ils ont déjà cette maturité pour qu'on aille vers les bonnes décisions? Moi, j'ai quelques exemples concrets en tête. Vous avez parlé de désinflation normative, qui me font dire, mais ces gens-là ont tellement peu de culture, ces gens-là qui nous dirigent, qui vont prendre les décisions importantes, ont tellement peu de culture technique, s'y refusent, qu'on en vient au désespoir. Et je pense à... Juste l'exemple très concret, je crois que ça date d'il y a une dizaine d'années, quand on nous a passé le périphérique parisien de 90 à 70. C'est un petit peu la même chose que la désinflation normative. Tout était mécaniquement conçu pour que l'optimum soit à 90 km/h. Donc en fait, on perdait de la rentabilité de la matière fossile et la pollution, elle se retrouvait juste à 20 km plus loin quand les gens accéléraient. Anna. Oui, c'est un peu dans le même ordre d'idées. C'est les mesures là que vous évoquiez sans impact budgétaire qui semblent finalement du bon sens. C'est pourquoi, au fond, elles ne sont pas mises en œuvre ou pas évoquées. C'est quoi les contraintes de fond qui font que ce qui paraît être du bon sens ne peut pas être mis en œuvre? Alors, je vais répondre de manière assez cash. Non, notre classe politico-administrative n'a pas de culture industrielle suffisante pour faire les bons choix. Alors, je ne vais pas me lancer sur le périphérique, mais je vais en citer 2 autres qui sont assez frappantes. C'est la décision d'arrêter le véhicule thermique en 2035. Moi, je suis rentré dans les logiques développement durable avec Rio, c'est-à-dire équilibre entre le social, l'économique et l'environnemental. Ça, c'est une décision qui n'a pas fait cet équilibre-là. Vous avez compris un peu la fibre sociale qui est la mienne. Moi, certes, on a un problème, on se fait envahir par des bagnoles chinoises, mais en plus, on est en train de foutre dehors du marché économique des centaines de milliers de personnes dont on n'a pas prévu la reconversion. Que les marchés évoluent, je veux bien, mais qu'on prévoit la reconversion de ces filières-là et de ces personnes-là. C'est un drame humain et économique. Deuxième décision qui est un peu plus subtile, c'est la taxe carbone aux frontières. C'est super de faire une taxe sur l'acier, mais quand vous êtes un mécanicien, vous vous retrouvez face à un mécanicien turc. Vous, pour vous fournir mécanicien français en acier, soit vous achetez de l'acier européen, dedans il y a les quotas de CO2, soit vous achetez de l'acier à l'extérieur, mais il y a la taxe. Donc vous payez en matière première un acier qui est taxé quoi qu'il arrive, qui internalise le prix du quota de CO2. Vous êtes face à un mécanicien turc
qui, lui, produit avec de l'acier non internalisant le quota de CO2. Et comme c'est un produit transformé, il peut rentrer en Europe sans être taxé. Ça, c'est de l'inculture de base sur les chaînes de valeur. Alors, la question, c'est comment on change ça? On peut se lamenter. Mon propos là-dessus, c'est à la famille de l'industrie de monter sur les tonneaux, a dit Nicolas Dufourcq. Moi, je me suis amusé à faire l'estafette parce que j'ai été conseiller de Hollande pendant la première partie de son mandat et vous vous souvenez peut-être de l'estafette de Florange. Tout ça, c'est des images pour nous amuser, mais l'industrie doit prendre la parole. Elle est inaudible. Elle a une véritable responsabilité. Le débat public ne se fait pas dans les boudoirs des cabinets comme la famille de l'industrie le croit. L'industrie, c'est la famille sage de l'État, la fille sage de l'État. Saint-Gobain, création pur sucre de l'État français. Et donc, elle pense encore au fond d'elle-même qu'elle a une relation privilégiée avec l'État, alors que ça fait 40 ans qu'elle perd ses arbitrages politiques. Le débat politique se fait sur la place publique. Quand il y a eu la crise de l'énergie, vous avez entendu les boulangers. Il y a très peu d'industries qui se sont exprimées. 2 ans et demi après, il n'y a que la chimie qui monte au créneau. Et ça morfle, parce que c'est une question de survie. Mais voilà. Et donc, pour acculturer cette classe, il faut leur rentrer dedans. Je suis désolé. Les agriculteurs ont compris ça depuis longtemps. Ils savent mobiliser des campagnes. Je ne sais pas si l'industrie déversera des tombereaux de boulons devant les sous-préfectures pour des fermetures. Je ne suis pas sûr que c'est ce que je lui souhaite. Mais le message que je veux faire passer, c'est que quelque part, dans ce paysage, dans cette société de communication et de politique aujourd'hui, si on ne rentre pas dans le débat public violemment avec des messages forts, ça ne passe pas. Et l'industrie n'a pas encore fait sa crise d'adolescence là-dessus. Elle n'a pas coupé le cordon ombilical très historique avec l'État. Elle reste cette espèce de fille sage qui pense qu'on résout tout dans des cabinets ministériels. Et quand on aura passé ce cap-là, vous verrez, les gens, quand on les mettra en face de leurs contradictions publiquement et qu'on osera le faire, comme la taxe carbone aux frontières, superbe initiative, principe qu'elle j'adhère à 200%. Défaut d'exécution majeur, retournez voir votre copie. 1/3 des emplois industriels en France sont menacés par la taxe carbone aux frontières qu'elle est censée protéger. Voilà un manque de culture sur lequel l'industrie n'a... Voilà, je m'arrête. Oui, vraiment juste exactement pour illustrer. Ce problème, ce n'est pas tellement de la culture scientifique, c'est de la culture de l'industrie. Cette culture industrielle, elle est forcément incarnée par des acteurs de l'industrie et puis des acteurs du pouvoir politique. Ce qui est intéressant, c'est que quand on remonte sur, en l'occurrence, ma génération, pas les nouvelles générations, mais sur ma génération, on était dans le faiblesse. C'est on doit concevoir et on doit vendre. Et entre les deux, la partie production, je suis dans la chimie. La chimie, ça pollue. La chimie, c'est dangereux. Ce sont les sites Céveso. Et donc, il y a la culture industrielle, elle s'est appauvrie par la méconnaissance fondamentale de cet acte que non seulement je trouve beau, mais incroyablement utile, de cet acte de la transformation. Et donc, les racines sont assez profondes. Et alors après, comme industriel, vous devez travailler. Alors, on peut effectivement chercher à s'abstraire des cabinets ministériels. Et d'ailleurs, les bons interlocuteurs, en tout cas, c'est mon expérience depuis une dizaine d'années, sont les régions, qui ont une connaissance incroyable de leur territoire. Les présidents de région sont souvent des gens qui agissent dans le temps long, ce que vous n'avez plus du tout dans un cabinet ministériel, a fortiori en ce moment. Donc, un projet comme le mien, celui d'Axintis, c'était une vision, ça fait 17 ans. Donc, on est forcément sur des cycles longs. Vous devez avoir des interlocuteurs qui ont cette vision-là. Alors, effectivement, je n'ai pas les donneurs d'ordre. Heureusement, on a aussi des grands groupes qui sont devenus des partenaires. On parle de sous-traitants, enfin de preferred suppliers, et on a des relations beaucoup plus intéressantes dans cette relation de commande à production. Donc, le problème, c'est qu'on a eu affaire pendant des années à des interlocuteurs, que ce soit au niveau d'une sous-préfecture, d'une préfecture, au niveau même d'inspecteurs de l'ADREAL, l'inspection du travail, etc., qui n'ont non seulement pas de culture industrielle, mais pire que ça, des a priori très défavorables. L'industrie, c'est dangereux pour le salarié. L'industrie, ça pollue l'environnement. Enfin, et donc c'est pire qu'un défaut de culture industrielle. Il y a une culture
contre finalement l'industrie et cet acte fondamental de transformation. Et donc, effectivement, il faut prendre la parole. Il faut prendre la parole. Et on a aujourd'hui des grands enjeux de recrutement et on travaille les territoires. La meilleure chose, alors, plus que finalement ces témoignages, moi, je vous invite à visiter une usine. Je vous invite à. Alors, on fera visiter une des usines emblématiques du groupe où il y a à la fois la recherche, les montées en échelle, la production. Il faut visiter une usine. Il faut prendre conscience du niveau de technicité et d'engagement des salariés dans ces activités. Et vraiment, plus que tous les discours et les raisonnements économiques, on comprend tout de suite l'importance dans le territoire de ce type d'activité. Et du coup, c'est quand même la vocation du club, s'il faut en dire un mot. On parle d'enjeux culturels. Et donc, c'est sans doute le principal enjeu de ce club. C'est de prendre la parole publiquement auprès de relais d'opinion et de rappeler donc ce qu'est l'industrie et puis ses promesses et puis surtout se donner les moyens de les tenir. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Exactement. C'est le but de ce club aussi, de permettre aux industriels de prendre la parole. C'est très intéressant de placer le sujet sous l'angle culturel. Il y a la culture de l'État vis-à-vis de l'industrie, il y a la culture des industriels vis-à-vis de la simple communication et prise de parole et de raconter ce que je fais. Et non de se dire, je l'ai fait, c'est fini, pourquoi je vais en parler? Parce qu'il faut en parler, tout simplement. C'est pas parce qu'on a fait quelque chose qui est terminé, donc on a produit, on a été dans la technique, c'est fini, donc on en parle. Nous, on le comprend peut-être, mais c'est vraiment le combat qu'on doit aussi mener. Et comme il est culturel, il est aussi très profond et intéressant. J'ai deux questions à distance. Alors, d'André Mancipose, qui est également membre du bureau du club. Que pourrions-nous... Donc, il est parti de la visio parce qu'il part présider le bureau du territoire d'industrie Boucle Nord de Seine, justement. Que pourrions-nous faire pour publier un manifeste demandant à l'État de faire jouer pour la France les contrats pour différence pour l'électricité? Et je vais vous en donner une deuxième. Et puis après, on prendra, si on a le temps, je voudrais qu'on puisse avoir un moment d'échange, un dernier témoignage. Est-ce que, donc question de Ninon, est-ce que vous trouvez que les chambres de commerce et d'industrie telles qu'elles sont aujourd'hui utiles? Alors, je vais commencer par la deuxième parce que j'ai une réponse de vécu. Quand on a lancé Territoire d'industrie, qui est, alors, c'est les mots d'une présidente c'est les mots de la présidente de la Bourgogne-Franche-Comté qui a dit « Votre truc, c'est un ovni politico-administratif » quand on lui a présenté, parce que quelque part, on allait vers des territoires en leur disant « Établissez votre gouvernance de votre projet industriel territorial et fixez vos objectifs. Nous, on n'a qu'une page blanche pour vous. On n'est là que pour vous inciter à le faire. » Et dans cette gouvernance, il y a des territoires où lesquels, je dirais, la structure porteuse a pu être le MEDEF local, a pu être l'agglomération qui avait une direction du développement économique, a pu être une association d'entrepreneurs et a pu être parfois les CCI. En France, on juge beaucoup sur le statut. Là, on vient de le dire, le statut de CCI. La réalité des territoires, c'est on s'en fout du statut. C'est des hommes et des femmes qui sont bons, qui sont pas bons, qui sont mobilisés, qui sont pas mobilisés, qui sont engagés. Et le jour où on sortira de cette idée de statut, on aura gagné énormément de choses. Donc il y a des territoires d'industrie qui fonctionnent avec les CCI et elles sont considérées comme étant indispensables à la dynamique du territoire. Il y a des territoires sur lesquels elles sont considérées comme nullissimes. C'est tout. Et encore une fois, ce n'est pas le statut qui fait les choses. Dans un territoire, c'est la mobilisation des gens, quelle que soit la structure. Donc à partir du moment où donc j'évacue cette question en disant je ne peux pas juger les CCI, il ne faut pas juger une organisation répartie sur un territoire de manière globale. Il faut voir localement si elle apporte quelque chose au territoire, si elle a une valeur ajoutée pour le territoire, et ça dépend très souvent des femmes et des hommes qui les animent, même totalement. Ça, c'est sur le premier point. Le deuxième, sur les contracts for difference. Alors, la réponse, elle est vachement délicate et je ne vais pas me faire des copains. En fait, c'est un sujet national. Donc, normalement, ceux qui devraient porter ça, ce sont les représentants nationaux de l'industrie. Il y a deux structures qui sont
proéminentes en représentation de l'industrie en France. Il y a France Industrie et l'UIMM, qui fait 50% de l'industrie. L'UIMM, à la base, c'est sur le dialogue social, et donc, ils ont des analyses très pertinentes, ils ont beaucoup d'influence, mais ils ne souhaitent pas prendre tellement part au débat public sur des choses qui ne sont pas liées au dialogue social. Parce que, voilà. Et donc, il reste en fait que France Industrie. Mais France Industrie, parce qu'on a une industrie très très faible, je pense, hein, là par contre c'est une supposition de ma part, et qu'elle était en dessous de 10% et qu'il fallait quand même représenter, à intégrer les énergéticiens à sa gouvernance. Donc ce n'est pas France Industrie, c'est France Industrie et Énergie. Et quand vous parlez de la commercialisation du mégawattheure du nucléaire, si vous dites que vous le vendez à 50 € ou à 90 €, vous comprenez bien que pour Engie ou pour EDF, ce n'est pas la même chose. Et que donc, au sein de France dit Industrie, qui est réellement France Industrie et Énergie, vous avez des intérêts contradictoires. Encore une fois, ils sont tous légitimes. Simplement, ils sont contradictoires. Et pour tous ceux d'entre vous qui ont participé de près ou de loin à une quelconque fédération d'industriels, qu'elle soit territoriale ou thématique, vous savez que ces organisations ne peuvent fonctionner quelque part que sur le consensus ou quelque chose qui s'y rapproche. Elles ne peuvent pas tirer un bras d'honneur à la moitié de ses membres quand ils sont membres de sa gouvernance sommitale. Voilà. D'où le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'organisation manufacturière qui porte le message de l'intérêt de l'industrie sur l'énergie. Le métier pourrait le faire, mais c'est les entreprises de taille intermédiaire. La chimie le fait à cause de la situation que vous avez soulignée, madame, mais voilà. Mais nous n'avons pas, en fait, sur ce sujet-là, sur d'autres sujets, quand il y a des intérêts qui sont convergents, par exemple sur l'image des métiers industriels, EDF a avec le nucléaire la même problématique que vous avez dans la chimie et qu'on retrouve dans la métallurgie. Là, ça va, on fait avec l'industrie. C'est seulement 5 millions d'euros par an pour un problème à 5 milliards d'euros à résoudre. Je pense qu'il y a un problème d'ordre de grandeur, mais au moins on a fait une initiative commune. Sur ce sujet-là, il n'y a personne qui, dans l'organisation institutionnelle française, peut porter la parole de l'industrie. J'essaye de le faire un petit peu. J'ai fait des tribunes qui m'ont valu sur le sujet en disant qu'il faut remettre l'histoire des contrats long terme sur l'ouvrage complètement. Mais voilà, je suis que moi et on manque véritablement là-dessus d'un porte-voix. Merci. Et donc de caisse de résonance, et c'est les communautés telles que la communauté qu'on présente aujourd'hui et les nombreuses communautés sont des caisses de résonance. Je vais prendre un dernier témoignage à distance de Marine Glon qui voulait prendre la parole en 1 minute pour qu'on puisse ensuite bien profiter d'un moment convivial ensemble et puis clore cette conférence. Marine. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bonjour, donc merci de me donner la parole. Je voulais réagir sur plusieurs points qui ont été évoqués. Donc moi, je suis ESSEC 2005 et donc je suis sortie un peu plus tard que David de l'ESSEC, mais j'ai pas pour autant entendu parler d'industrie à l'école à l'époque, donc je me réjouis de l'ouverture de la chaire. Du coup, à l'époque, moi, je suis rentrée dans le conseil en stratégie au BCG et finalement, ce qui m'a fait rejoindre les sujets industriels, c'est quand j'ai rejoint l'ADEME en 2012. Sur du financement, en fait, c'était le programme des investissements d'avenir qui précédait France 2030. Donc là, j'avais effectivement obligé et donné comme objectif à mon équipe de visiter un site industriel par mois parce qu'on finançait des usines de recyclage, des centres de tri de déchets, des stations d'épuration. Et c'était important d'acquérir cette culture industrielle. On était sur des appels à projets à l'époque qui concernaient aussi les PME et ETI. Pas que les startups, pas que les grands groupes, mais de facto, c'était un public qu'on avait beaucoup de mal à toucher et à sensibiliser et qui candidatait très peu aux aides qu'on proposait. Alors qu'évidemment, les startups qui ont zéro financement par ailleurs consacraient toute leur énergie à écrire le dossier qui allait bien. Derrière, j'ai rejoint un fonds d'investissement, un venture, hein, qui s'appelle Supernova Invest, que peut-être vous connaissez, qui est spécialisé dans la deep tech et dans les sujets industriels. On est très en concurrence en fait avec d'autres fonds d'investissement qui sont plus tournés vers les sujets digitaux et qui ont des rendements bien meilleurs que ce qu'on peut en fait avoir dans l'industrie. Ce qu'on constate, c'est effectivement une inculture totale sur les temps longs de l'industrie, les cycles, les temps que ça prend pour faire ce fameux scale-up que vous citiez tout à l'heure.
avec des passages, voilà, le pilote labo, le démonstrateur industriel. Et on est vraiment, on manque en fait hein, de confrères et de collègues pour financer ces projets. Et aujourd'hui, en fait, pour terminer un peu ce témoignage un peu global, je regarde des sujets dans le recyclage chimique des plastiques, par exemple, et je voyais l'article de l'usine Nouvelle en début de semaine sur Eastman qui suspend son projet à Port-Jérôme parce que justement l'Europe n'est pas encore claire dans sa politique et pourrait accepter d'intégrer les plastiques recyclés en Asie dans les obligations d'intégrer du plastique recyclé dans les objets industriels. Et à ce moment-là, on se retrouverait avec une concurrence totalement déloyale qui rendrait le projet complètement inintéressant sur le fait de construire ces unités industrielles. Et ça, c'est lié notamment aussi à la DG Concurrence. Et c'est vrai la DG Concurrence au niveau Union européenne. Et je trouve qu'on est dans une situation très inquiétante de faiblesse en France, puisqu'on a deux groupes à l'Assemblée nationale qui sont plutôt anti-européens, LFI et le Front National, et qu'on a des élections qui vont arriver en Allemagne. Et donc, du coup, on n'est pas du tout dans une bonne passe pour renforcer l'Europe. Pour changer un peu ce comportement de la DG Concurrence, il faudrait la renommer DG Souveraineté et qu'elle protège réellement l'Europe pour qu'on arrête d'être les bénis oui-oui. Donc, je ne sais pas, ce serait intéressant pour moi d'avoir un peu votre vision sur comment ça peut évoluer dans les prochains mois sur ces sujets-là au niveau européen. Est-ce que ça peut bouger encore? Est-ce qu'on a encore la force de bouger? Alors, merci Marine pour le témoignage. Donc, la chaire, si elle voit en effet le jour, permettra aussi d'irriguer l'ensemble de l'écosystème sur les compétences industrielles en 30 secondes, si c'est possible. Une réaction. Non, c'est pas possible. Merci pour votre témoignage qui recoupe beaucoup de choses auxquelles je crois. Quelque chose qui me rend optimiste, c'est qu'on ne se connaît pas, on a des parcours différents. Moi, je suis ingénieur, vous êtes passé par une école de commerce, je ne suis pas passé par l'ADEME, je ne suis pas passé par un fonds, mais le constat qu'on peut ériger et les solutions qu'on peut apporter sont extrêmement convergentes. Et cette convergence que je souligne là, je la retrouve dans tous mes déplacements de territoire, où même on devait préparer cette discussion, on n'a pas eu le temps de se parler au téléphone. Regardez la convergence des points de vue. Voilà. Donc le constat et les solutions aujourd'hui, c'est ce que tu as souligné, c'est-à-dire qu'il y a une telle convergence là-dessus, il y a une prise de conscience collective. Donc ça, c'est un truc très fort. Sur l'Europe, l'Europe changera quand l'Allemagne changera. Et c'est une question de temps. Tant que l'industrie allemande chimique et automobile aura l'influence qu'elle a eue sur la politique commerciale allemande et que la politique commerciale allemande a l'influence qu'elle conservera et qui est même en train de devenir plus importante sur la politique commerciale européenne, il n'y a rien qui changera. Sauf que l'industrie chimique allemande est en train de se déballonner d'Allemagne avec BASF qui a décidé grosso modo d'aller en Chine, et que l'industrie automobile allemande est sans doute en train de subir une de ses plus graves crises, mais elle n'a pas encore basculé dans ses messages politiques. Donc le jour où l'industrie allemande comprendra que vendre à des Chinois est plus risqué que ça n'a de bénéfices, ou chercher à vendre à des Chinois est plus risqué, à ce moment-là, toute la politique européenne basculera. Ce n'est qu'une question de temps. La question que moi j'ai, c'est est-ce que ça va arriver assez tôt pour sauver l'industrie européenne? L'Europe reste une puissance industrielle. Ne croyez pas les mots que vous entendez, y compris ceux de la bouche de notre président de la République quand il dit qu'il faut réindustrialiser l'Europe. Ce n'est pas vrai. L'Europe reste une puissance industrielle avec une balance commerciale en biens positive, plus 0,5 points de PIB. Nous, on est à moins 2,5, moins 3 points de PIB pour la France. Donc nous sommes désindustrialisés en Europe. Ce n'est pas le cas de l'Europe. Et donc, pour maintenir cette puissance industrielle européenne, nous aurons besoin d'une politique commerciale. J'ai parlé des clauses de sauvegarde. C'est le premier objet qu'on peut mobiliser. Si on ne le fait pas à temps, on risque de partir en vrille. Quand je vois la courbe du PIB allemand, enfin de la valeur ajoutée de l'industrie allemande depuis la crise en Ukraine, qui était comme ça et qui maintenant est comme ça, c'est parfaitement symétrique comme courbe. J'espère, hélas, que dans cette crise que nous vivons, la bascule ne sera pas trop loin et elle se fera à temps.
Mais c'est vraiment là que ça se joue. Et la faiblesse de notre politique, suite notamment à la dissolution, je reprends les paroles d'Alain Minc, que tout le monde connaît et qui a fait une interview assez critique sur le sujet, suite à la dissolution, nous avons perdu toute crédibilité en Europe. Nous n'avons plus la main à ce niveau-là. D'où l'idée qu'au moins on se remobilise, alors on fasse des batailles, ça c'est ma proposition, puis il y a plein de choses qu'on peut faire en franco-français pour retrouver une position par rapport à nos concurrents européens, même si ce sont des partenaires. Voilà un petit peu voilà, les éléments. Par contre, super votre témoignage sur les aides, sur l'ADEME. Petite parenthèse sur l'ADEME, j'ai été il y a longtemps assez critique sur l'ADEME, sans doute à cause de la politique antinucléaire qu'avait l'ADEME. Je dois dire avec Territoire d'industrie et puis même une enquête qui va sortir de BPI France, que l'accompagnement des directions régionales de l'ADEME auprès du tissu des PMI est très, très apprécié et très opérationnel. Je le souligne parce que voilà, je casse aussi une idée préconçue que j'avais en disant ça. Merci. Et nous avons un membre du bureau, Arnaud Marek, qui a rejoint l'ADEME en tant que directeur général de l'une de ses filiales. Donc, je lui adresse une petite salutation. Merci à tous les deux. Avant de nous quitter, ou en tout cas de partager un moment convivial, je voulais rappeler le calendrier du club. Donc, ce sont des événements sur les prochaines dates que vous pouvez avoir en tête. Certaines ne sont pas encore inscrites ici parce que pas dans le marbre, mais il y en a bien d'autres. Une visite de site le 6 décembre au sein du groupe Ametra en Pays de la Loire à Longué-Jumelles. Une prochaine visite au sein du groupe Accentis qui est prévue en janvier. Donc, si vous avez envie de découvrir le groupe de David, eh bien, je vous y invite vivement. On va communiquer très prochainement. Le 16 janvier, ici à la Maison des Esseks, à partir de 18h30, nous ferons un événement grand témoin. Nous recevrons entre autres le délégué général de France Industrie, Vincent Moulin-Wright, donc France Industrie qu'on a mentionné tout à l'heure, qui lui aussi est sec. Et puis, nous aurons, tout au long de l'année, oula, on ne voit plus rien. Voilà, tout au long de l'année, des événements, à la fois la Maison des Esseks, sur site, et puis en région. Nous serons également à Global Industrie en mars, donc du 11 au 14, sur des modalités qu'on va vous partager prochainement, et puis également en distanciel pour tous nos membres qui ne sont pas à Paris, avec des formats comme celui de ce matin ou en soirée. On a parlé de l'Allemagne. On va également initier des événements avec les clubs internationaux de l'ESSEC, dont le prochain sera avec le club Allemagne, qui nous parlera aussi de la politique industrielle allemande, vue de leur point de vue et conjointement avec nous. Donc ça arrivera très prochainement. Et si vous avez envie d'être informé de ce qu'on fait, mais aussi surtout d'échanger, outre dans ces formats, je vous invite à flasher le QR code du groupe WhatsApp du Club Industrie, qui est là pour que vous puissiez vous rencontrer, en effet, partager des envies, des besoins, des idées. Nous avons également une page LinkedIn que vous pouvez rejoindre et la page du club sur la plateforme. Voilà, donc ici, l'Industrie s'engage, c'est le 16 janvier et ce sera avec la French Fab comme partenaire. Nous l'avons évoqué également tout à l'heure. Ici, donc, à partir de 18h30. Merci beaucoup. Je vais remettre le QR code, comme ça vous pouvez à loisir le flasher. Merci encore Olivier, merci beaucoup David. C'était super passionnant. Donc au plaisir de continuer cet échange. Et merci à vous à distance. Très bonne journée.